Bonjour à tous. Voilà, le conseil scientifique du CNGE nous a demandé de clarifier sa position quant à l'obligation vaccinale suite au communiqué de presse de juin dernier et de décembre 2016. Vaccination pour une décision centrée patient et dans une approche du rapport bénéfice-risque individuel et collectif. Alors, vous avez le plan qui sera développé, l'histoire de l'obligation par Serge, les réponses qu'on peut apporter à l'hésitation vaccinale par moi, et ensuite on abordera deux maladies infectieuses emblématiques qui ont été un peu à l'origine de la décision d'obligation vaccinale, la rougeole et les infections invasives à méningocoque C. Voilà, je vais donc laisser la parole à Serge. Merci, bonjour. Donc vous savez que l'obligation vaccinale va rentrer en vigueur le 1er janvier 2018, donc c'est très bientôt, et que nous allons être les premiers impliqués dans l'explication et dans la mise en œuvre. Donc il nous semblait important, comme on dit Vincent et Henri Partouche, de clarifier notre position, puisqu'on s'est un peu singularisé dans le monde scientifique et parmi les sociétés savantes, et que notre position n'a pas toujours été comprise, pas comprise par les institutions et par ces sociétés savantes, mais il semble très bien comprise par les médecins généralistes. Alors finalement, l'obligation, pourquoi ? Il faut reprendre l'historique. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais la première obligation, elle date de 1902, la variole, et quand on regarde les images sur la variole, on voit bien le contexte, j'en redirai un mot, maladie grave, très épidémique, et tout le monde était ravi d'un vaccin, et on verra dans quelles conditions l'obligation se met en place. Et puis, on a d'autres obligations, entre 1938 et 1964, je ne vais pas vous détailler les dates de chaque obligation vaccinale, mais vous voyez progressivement, avec le développement de nouveaux vaccins, pourquoi ces obligations ? Parce qu'il y a un contexte, un caractère épidémique très fort, une gravité de ces maladies et une accessibilité difficile à la vaccination liée au système de soins. Et vous voyez, la dernière image le montre bien, des vaccinations de masse, et qui fait qu'on comprend le contexte historique de la vaccination. Actuellement, en 2017, avant le passage donc à l'obligation de 2018, les vaccinations obligatoires concernent 3 valences. Je pense que tout ça, vous le savez bien. La diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, jusqu'à 18 mois, avec une obligation qui est moins connue pour les rappels de 6 ans et 11-13 ans pour la polio, et puis des vaccinations spécifiques, la fièvre jaune en Guyane, et des vaccinations pour les professionnels de santé. Se pose ensuite la question de la levée des obligations, et elle s'est posée puisque la levée de l'obligation de la variole est intervenue en 1984, levée de l'obligation qui a été possible parce qu'il y a eu une éradication de la maladie, et donc ça montre l'importance de la vaccination pour éradiquer les maladies, et qui montre qu'on pouvait ou qu'on pourrait supprimer certains vaccins dans certaines conditions, mais aussi pour la variole parce que c'était un vaccin qui entraînait beaucoup d'effets secondaires et pour lequel, à un moment donné, le bénéfice-risque de continuer la vaccination était très en défaveur. Et pour les quelques rares personnes qui ont connu cette période en tant que médecins, ils se souviennent que la fin de l'obligation a été un peu le Far West, avec beaucoup de demandes d'exemption, avec des faux certificats. Je vois Pierre-Louis qui hoche de la tête. Donc on a connu ça. Et puis, il y a eu, en 2005, un avis du Haut Comité de santé publique qui commençait à se poser la question de la levée de l'obligation du BCG. Et vous voyez qu'il dit bien que que le comité recommande à terme la suspension de l'obligation vaccinale avec uniquement une vaccination ciblée chez les enfants à risque. Donc on commence à amorcer à ce moment-là un début de mouvement pour enlever les obligations vaccinales. Et d'ailleurs, en 2007, l'obligation du BCG est suspendue avec une obligation ciblée,
comme vous le savez, essentiellement en Île-de-France et dans les départements d'outre-mer, ou chez les enfants qui proviennent de milieux à risque. Et en 2017, très récemment, levée de l'obligation du BCG chez les professionnels de santé. Bien entendu, je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi, parce qu'il nous faudrait plusieurs heures, mais vous voyez que le mouvement est amorcé. Le mouvement est amorcé, et je vais vous citer deux phrases, deux citations. Vous voyez, parmi les pays industrialisés, en dehors de quelques pays de l'Europe de l'Est, seules la France et l'Italie ont encore des obligations vaccinales. Les pays européens de niveau comparable à la France obtiennent toutefois des couvertures vaccinales supérieures à 90% sans obligation. Et puis une deuxième phrase qui dit « En France, l'obligation vaccinale peut paraître à certains égards en contradiction avec la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, instituant la possibilité de donner à toute personne le choix de refuser les soins. » Alors, est-ce que vous pensez que ces deux phrases sont extraites du communiqué de presse du CNGE ? En fait, elles proviennent de l'avis du Haut Comité de santé publique de 2014, qui réfléchit sur la possibilité de suspendre ou pas l'obligation vaccinale. Et on voit bien que la problématique est abordée dans ce sens et qu'en fait, on prépare la suspension de l'obligation vaccinale. Alors, parce qu'on sait bien qu'il y a une contradiction entre les vaccins obligatoires et les vaccins recommandés, ce sur quoi je reviendrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve avec une obligation vaccinale ? Alors, il y a trois éléments essentiellement. Le premier, c'est effectivement le paradoxe entre les vaccins obligatoires et recommandés, qui sont mal compris par le public, voire par les médecins, ce qui a été une des raisons de l'avis de 2014 dont je viens de parler. Le deuxième point, c'est une couverture vaccinale insuffisante actuellement et qui serait beaucoup plus insuffisante en cas de levée de l'obligation vaccinale. En tout cas, c'est ce qui a été avancé comme argument et on y reviendra. Et troisièmement, une décision du Conseil d'État que tout le monde n'a peut-être pas à l'esprit, mais qui a probablement été ce qui a surtout déterminé l'obligation vaccinale. Donc je vais reprendre ces trois points. Le premier, le paradoxe entre vaccins obligatoires et recommandés. Comme je l'ai dit, les seuls vaccins obligatoires, c'était diphtérie, tétanos, polio. On sait que chez le nourrisson, certes, il faut les protéger, mais ce n'est pas ce qui est mortel dans la première ou les premières années de vie en France, pas dans le reste du monde, que par contre, les vaccins dits uniquement recommandés protègent contre des maladies mortelles le nourrisson, l'hémophilus, la coqueluche, le pneumocoque, le méningo-C, la rougeole, et que ces vaccins sont indispensables pour éviter des maladies mortelles aux nourrissons. Pourquoi ces vaccins avaient été recommandés et plus obligatoires ? C'est qu'il y avait l'idée qu'on avait eu affaire à une époque où la culture n'était pas développée, les moyens d'information n'étaient pas développés, et que le niveau de connaissance, le niveau culturel de la population était suffisamment développé pour qu'on puisse se contenter de vaccinations recommandées et non plus obligatoires. La couverture vaccinale, vous voyez que finalement, il y a deux éléments dans ce tableau. Il y a les pays qui pratiquent l'obligation vaccinale. Vous voyez que sur ce tableau, il n'y a que la France et l'Italie qui ont décidé l'obligation vaccinale ou qui gardaient l'obligation vaccinale, à l'exception près de la diphtérie pour la Belgique et quelques cantons suisses pour la polio. L'autre argument, l'autre élément qu'on voit sur ce tableau, c'est que ce qui a beaucoup été évoqué pour justifier l'obligation vaccinale, c'est la faible couverture rougeole. J'y reviendrai, mais vous voyez que nous sommes à 89% dans les données de 2014, les Italiens à 90%, mais il est vrai que tous les autres pays sont à un taux de couverture vaccinale supérieur pour une dose, mais dans des pays où il n'y a pas d'obligation vaccinale, encore une fois. Qu'en est-il des autres couvertures vaccinales ? Pour le DTPC, pour la primo-vaccination, il y a actuellement 99% de couverture vaccinale, donc en gros dans la première année de vie, et 95% à 5 ans. Donc par rapport à ce qu'on nous a répété d'une couverture extrêmement insuffisante en France, on voit que pour la primo-vaccination des nourrissons, il n'y a pas
de couverture trop basse à l'heure actuelle. L'hépatite B, qui a été sujet à beaucoup de polémiques, qui est partie de très bas suite aux polémiques. Il y avait 42% de couverture en 2007 chez les nourrissons, et désormais, en 2015, il y avait 90,7% à 2 doses. On n'a pas les données récentes, mais depuis les ruptures de stock et la primo-vaccination par l'hexavalent, on pense qu'on atteint à peu près les 95%. Le méningocoque C, j'aurai l'occasion d'y revenir en détail, donc je ne vais pas le développer plus, mais on voit que finalement, parti de très bas chez le nourrisson, on atteint quand même en 2016 une couverture de 70% à 1 an, même si elle est insuffisante, elle n'est pas négligeable. Alors, sur la rougeole, parce que c'est le point qui a été le plus cité pour justifier l'obligation, suite aux épidémies qu'on a connues chez les jeunes adultes qui avaient une couverture insuffisante, on voit qu'effectivement, on ne couvre pas suffisamment, puisqu'on sait qu'il faudrait un taux de couverture de 95% pour empêcher la circulation de la rougeole et permettre une protection collective. Et encore plus pour la deuxième dose, on est à 78,8%. Ceci étant, il y a quand même un rattrapage. On peut espérer que les généralistes y sont pour quelque chose, puisque finalement, à une dose, on est à 97,7% à 11 ans. On monte sur la deuxième dose à 93,2, même si on n'est pas encore à 95. Donc là, l'idée n'est pas de dire ce qui n'était pas justifié par rapport à la rougeole, c'est juste de donner les réelles données. C'est que oui, la couverture à une dose est insuffisante, mais on peut contribuer à la montée, et il y a un réel rattrapage à une et 2 doses à partir de 11 ans. Alors, le point important, et qui a probablement accéléré la décision, c'est le Conseil d'État. Et ça, peut-être que tout le monde ne le sait pas. Il y a eu une décision le 8 février 2017 concernant la vaccination obligatoire suite à la requête de patients avec leurs avocats qui ne trouvaient pas les seuls vaccins obligatoires. Et le Conseil d'État enjoint au ministre chargé de la Santé de prendre des mesures pour rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination. Et le Conseil d'État en a déduit que le ministre devait faire usage des pouvoirs dont il dispose pour rendre disponibles de tels vaccins. Et vous imaginez bien que le ministre, il n'a pas ces pouvoirs. Parce que qui fabrique les vaccins? C'est les industriels. Qui sont les industriels? C'est des firmes privées. Et les firmes privées, ils ne font pas ce que lui dit le Conseil d'État, ni ce que lui dit la ministre. Donc, il était absolument impossible de produire du seul DTP. Donc, les ministères, les autorités se mettaient hors la loi. Et donc, la solution, c'était soit abandonner toute obligation, ce qui était l'alternative, soit rendre tout obligatoire. Alors, oui, la décision a été prise de rendre tout obligatoire, avec un argument majeur, qui était, en cas de suspension de l'obligation DTP, moins de 80% des parents âgés de moins de 30 ans disent qu'ils feraient certainement ou probablement vacciner leurs enfants, c'est-à-dire 20% ne le feraient pas. C'est ce qui a été dit dans toutes les déclarations médiatiques. Et pour les médecins, 85% seulement inciteraient ou proposeraient les vaccinations, sous-tendant que 15% ne le feraient pas. Et donc, c'est issu du rapport sur la vaccination de novembre 2016 du Comité d'orientation de la concertation citoyenne. Et l'argument majeur a été celui-là. On prend un risque très important à lever l'obligation. Je le répète, parce que 20% des parents ne feraient plus vacciner leurs enfants et 15% des médecins ne le proposeraient plus. Donc du coup, on s'est dit, mais ça repose sur quoi ça? Donc on a été regarder dans le rapport, enfin tout le monde peut le faire, on a été regarder les références, puis on a été surpris de voir qu'il n'y avait pas grand-chose, quoi. Donc il y avait 2 études, des études d'opinion. Donc une première qui date de 2005-2006, de Nicolai, qui ensuite qui était dans le BH, puis qui a été publiée dans Vaccine, qui est une enquête téléphonique d'opinion sur 4112 adultes, et on leur a demandé leur position sur l'obligation. Donc ça montre juste que, globalement, la majorité de ces gens étaient pour l'obligation et que 7% seraient contre. Donc si on ramène ça à l'idée qui nous a été apportée, finalement, 7% de parents seraient contre l'obligation. En 2005, dans un autre contexte, après la grippe H1N1.
Et puis, une étude plus récente du baromètre santé, qui, elle, n'est pas dans la référence de la concertation citoyenne, mais qui est dans le BEH spécial obligation vaccinale, et il nous a semblé important de la reprendre, qui est une enquête téléphonique aussi auprès de 15 216 parents, avec entre 15 et 75 ans. Donc vous voyez que les parents entre 60 et 75 ans, l'idée qu'ils ont de faire vacciner leurs petits nourrissons est peut-être moins fiable que celle des jeunes parents. Un taux de participation de 50%. Et on leur demande, si on supprime l'obligation, quelle serait... Alors là, l'attitude des parents ayant des enfants entre 1 et 5 ans. Donc 55% seraient sûrs de faire vacciner, 31% probablement, 8,8% probablement pas et 4% certainement pas. Si vous additionnez, on pourrait dire 12% ne feraient peut-être pas vacciner leurs enfants. Mais quand vous regardez réellement le résultat, c'est 4% certainement pas. Ça, c'est ce que nous, on voit en consul tout le temps. C'est-à-dire quelques pourcentages minimes très opposés et puis une fraction de patients qu'il faut convaincre. Mais ça, c'est notre travail de tous les jours, quel que soit le domaine. Donc ça ne voulait pas dire que c'était d'emblée 12% qui ne feraient pas vacciner. Et par ailleurs, les vaccinations qui concernent particulièrement les nourrissons suscitent peu, voire pas de réticence. Donc la question est posée pour toutes les vaccinations, mais ne ciblait pas spécifiquement les vaccinations de la première année, qui, elles, encore une fois, ne suscitent pas de résistance des parents. Une étude qui n'a pas été citée par la concertation citoyenne, mais pour être honnête, on l'a repris, qui est dans le BEH récent, donc sur l'obligation vaccinale, qui est une étude qualitative auprès de 12 groupes de 10 personnes, et qui dit qu'une majorité n'est pas opposée par principe à l'obligation vaccinale et qu'il y a une perception positive des vaccins obligatoires. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est que le fait qu'un vaccin soit obligatoire, il y a une connotation positive. Mais ça, on le comprend d'autant plus que cohabitent et des obligatoires et des recommandés. Dès lors qu'on est sur des recommandés avec une incitation forte, les questions se posent autrement. Alors les médecins, rappelez-vous, 15% seraient opposés et ne proposeraient pas la vaccination. Ça repose que sur 2 études, la même de 2005 de Nicolai, ce qui est une enquête téléphonique auprès de 1285 généralistes, 42% favorables à l'obligation, 48% pour une obligation sélective, 8% contre et 9% ne répondent pas. On a du mal à trouver les 15% d'hostiles. Et puis, surtout, l'étude qui a été l'étude centrale, sur laquelle s'est appuyée la concertation citoyenne, qui est une étude parue dans le BEH en 2016, de Collange, et c'est une enquête sur un panel de médecins généralistes de PACA, région de France où on vaccine plutôt le moins. 1229 médecins généralistes éligibles dans cette enquête, dans le panel, bien monté sur le plan méthodo, le panel. 555 ont accepté de participer, et puis en fait il y a eu 440 répondeurs, donc c'est un taux de participation 35%. Parmi les répondeurs, 15% de médecins à un mode d'exercice particulier, dont toutes les études montrent qu'ils sont plutôt hostiles à la vaccination. Pourtant, malgré ça, la réponse, 44% favorables à l'obligation, 47% pour une obligation sélective. Et s'il y a une levée de l'obligation des TP, 81% auraient un comportement proactif, 18% conseilleraient de le faire tout en laissant la possibilité de ne pas le faire. On ne peut pas reprocher finalement de laisser aux médecins la possibilité, aux malades de décider. On va tous se référer à l'approche centrée patient présentée hier. Et 0,5% déconseilleraient de se faire vacciner. Où sont les 15%? Alors, encore une fois, on sait bien qu'on peut faire dire aux études ce qu'on veut. Est-ce que nous, on a essayé de leur faire dire autre chose? Mais on a essayé vraiment de creuser. On n'a pas retrouvé, à partir de ces références, ce qui est donné dans le texte et comme argument. Donc, finalement, ce qui concourt à justifier l'obligation ne nous semble pas présenter de justification théorique, et on y reviendra. Alors, dans quel contexte ça survient? Ça survient dans un contexte historique de méfiance. Il y a eu les leçons en France de l'épisode du sang contaminé, qui a marqué les esprits sur la méfiance en santé en général, et je ne parlerai pas de l'épisode récent du lévothyrox. Il y a la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques, vous le savez bien.
Il y a les conséquences de la gestion de la vaccination H1N1 en 2009, qui a entraîné une méfiance dans les autorités de santé, dans les gouvernements, dans les industriels. À l'inverse, les études ont montré que la confiance restait préservée auprès des médecins et des médecins généralistes. Il y a dans notre pays une forte utilisation de l'homéopathie, de médecine naturelle. Il y a toujours la peur des adjuvants et de l'aluminium. Il y a une incertitude publique liée aux effets secondaires, à l'efficacité des vaccins. À tout ça, on a des réponses. À tout ça, les experts et les généralistes sont capables, je pense aussi, avec une formation, une information, de répondre à leurs patients. Mais ce qui nous semble évident, c'est que l'obligation, la vaccination obligatoire pour les vaccins ne va pas renforcer la confiance, mais va, par contre, renforcer l'hésitation vaccinale. Et il y avait une autre possibilité, et c'est ce qu'Henri Partouche va présenter maintenant. Alors, comment restaurer la confiance? Alors, il faut partir des déterminants psychosociaux de l'acceptabilité ou de refus de vaccination, bien synthétisés par F. Dubé, qui fait partie du groupe SAGE de l'OMS. Alors, quels sont ces déterminants? Eh bien, les conseils des professionnels de santé, les connaissances et informations des patients, leur expérience passée, leur perception de l'importance de la vaccination, leur perception aussi du risque si on ne se vaccine pas et de la confiance en la vaccination. Également, l'impact des médias et des réseaux sociaux, parfois très négatifs, et puis la gouvernance, les politiques de santé et la communication institutionnelle. Il y a aussi le rapport à la norme subjective, on y reviendra, et puis les convictions personnelles et religieuses. Alors, comment on peut restaurer la confiance? Sur quel levier on peut agir à partir de ces données? Alors, modifier les normes subjectives par l'obligation, hein, c'est ce qui a été proposé à partir de l'enquête qualitative où on se disait que l'obligation, c'était un déterminant de la perception de la vaccination. À partir d'une communication plus forte des autorités de santé et une politique vaccinale plus volontariste, ce qui a été proposé par le Haut Conseil en 2014, et à partir des conseils des professionnels de santé. Alors, je vais revenir sur tout ça. Quand on regarde les causes et acceptations d'hésitation vaccinale dans la littérature, en nombre de citations, on voit qu'en faveur de la vaccination, on a des conseils des médecins et des recommandations, et en défaveur, la peur des effets indésirables, ce qui a été noté dans la grande étude de Larson, où les Français étaient 41% à ne pas faire confiance au vaccin. D'où l'importance des conseils des professionnels de santé et d'une communication de crise des autorités de santé. Alors, restaurer la confiance par l'obligation, un non-sens, probablement. C'est une mesure socio-structurelle forte où, comme le disait Anne-Marie Moulin, qui s'est intéressée très tôt à la vaccination, l'État est souverain pilier de la santé publique. Donc, c'est vrai que ça a une valeur symbolique forte qui peut marquer les esprits, mais ça réveille en même temps les ligues anti-vaccinales. L'impact sur l'hésitation vaccinale au niveau mezzo, c'est-à-dire au niveau psychosocial, est incertain. Et puis, ça discrédite les vaccins qui vont rester recommandés, comme le vaccin HPV. Et puis, il faut souligner que d'autres pays européens ont fait d'autres choix de gestion de crise. Et notre argument, c'est surtout que c'est incompatible avec les principes éthiques d'autonomie des patients. On l'a dit tout à l'heure, c'est en contradiction avec la loi du 4 mars 2002. C'est en contradiction avec l'autonomie du patient qui, pour nous, est un objectif de la relation thérapeutique. Le troisième espace, et là je vais citer Louis Velluet, c'est en contradiction avec la demande croissante des patients. C'est une revue Cochrane d'analyse qualitative qui demande une information éclairée
sur les vaccins. Et puis, on l'a dit hier, et c'était la lecture de Agnès Wood-Hunchbrick sur la décision partagée en santé. C'est un consensus international qui est repris par l'HAS. Alors, restaurer la confiance par le levier des professionnels de santé, plusieurs études ont montré le rôle déterminant des médecins généralistes sur l'acceptabilité des vaccinations. Sont principalement des études transversales. Encore faut-il que les médecins généralistes n'aient pas de doute pour impacter sur leurs conseils et sur la décision des patients. Et ça, je reprends une phrase de l'étude qualitative de UMES. S'il est sûr, j'y vais. S'il hésite, j'hésite et je n'y vais pas. Pourtant, on dispose d'outils de la relation et de la communication pour initier des changements d'attitude, l'empathie, l'entretien motivationnel et d'autres encore. Et puis, il y a l'approche centrée patient qui permet d'aborder la perception de la gravité de la maladie, ce qui est assez important en termes de vaccination, et d'aborder la perception du contrôle collectif des maladies. Enfin et surtout, il y a plusieurs essais contrôlés randomisés qui ont montré une efficacité des professionnels de santé, des conseils des professionnels de santé, bien sûr toujours associés aux campagnes de vaccination sur l'acceptabilité de la vaccination. Alors, on peut aussi restaurer la confiance par une politique vaccinale s'appuyant sur les professionnels de santé de première ligne, par une communication adaptée vers les professionnels de santé, basée sur les preuves scientifiques, vaccin par vaccin, périodiquement évaluée, prenant en compte les enjeux de santé publique et permettant aux professionnels d'avoir confiance en soi et en ses aptitudes face aux refus et aux réticences des patients. En élaborant aussi des outils d'aide à la décision rapide qui impliquent les professionnels de santé, c'est le travail qui est fait à Santé publique France aujourd'hui. Et puis, il faut une communication adaptée vers le grand public, et c'est ce qui manque aujourd'hui, avec un plan de communication de crise, comme c'est fait par exemple au Danemark, une présence de réseaux sociaux, voire de la littératie en vaccination sur Internet, et puis des mesures structurelles fortes pour que les vaccins soient plus accessibles, ce qui avait été recommandé par le Haut Conseil de la santé publique, une disponibilité des différentes valences, des différents vaccins, la levée des obstacles financiers à la vaccination, quand on voit le prix important de certains vaccins, et une cohérence entre l'offre publique de vaccination et libérale de vaccination. Il y a d'autres mesures, bien sûr, que je n'ai pas citées, comme la disponibilité des vaccins dans les cabinets médicaux. Pour communiquer sur la balance bénéfice-risque pour chaque vaccination, eh bien, le médecin a besoin des outils de communication élaborés conjointement avec les autorités de santé. Il doit faire face à l'approche pré-pasteurienne des maladies, au traitement biaisé de l'information médicale de la part des anti-vaccins. Il doit apporter aux patients toutes les informations autour de la balance bénéfice-risque, bénéfice clinique, bénéfice efficacité immunologique, la notion d'immunité de groupe versus les effets indésirables attendus, les effets indésirables graves inattendus, et puis aussi et surtout, qu'est-ce qui se passerait si la stratégie vaccinale n'était pas suivie en termes d'épidémie. Et là, on est vraiment au cœur de l'approche centrée patient. Alors, ce qu'on va faire, on va illustrer cette approche à propos de deux maladies emblématiques, la rougeole et les infections invasives à méningocoque. Alors, je garde la parole pour la rougeole. Alors, quels sont les risques de la maladie de la rougeole et quel est le bénéfice de la vaccination? D'abord, la rougeole, c'est une maladie très contagieuse
avec un taux de reproduction de base entre 15 et 20. Le taux de reproduction, c'est le nombre de cas secondaires en cas d'épidémie à un cas index. Donc voilà, il y a 15 à 20 personnes, plutôt autour de 18, qui ont la rougeole en ayant contacté une personne qui a la rougeole. 90% des exposés ont la rougeole. Il y a très peu de rougeole sérologique. Et le risque en cas de rougeole de décès est de 0,3 à 5 pour 1000, d'encéphalie de 1 à 3 pour 1000 et de pneumonie de 1 à 7,7%. Donc il y a des pneumonies rougeoleuses. Avant la vaccination en France, il y avait 500 000 cas par an, 331 000 en 1986. Le vaccin ayant été introduit en 1983, on a eu un effet sur l'incidence des cas qu'à partir du moment où il a été intégré au ROR en 1986 et surtout l'âge de la deuxième dose a été rabaissé à 13-24 mois en 2005 et ça a eu un impact très fort sur l'incidence des cas. Les adultes, malgré tout, il y avait un certain nombre d'adultes restant susceptibles, n'ayant pas rencontré la rougeole maladie et n'ayant pas été vaccinés. On a institué un rattrapage de doses pour tous les adultes nés après 1980 en 2011. Malgré cela, il y a eu une épidémie qui a été largement médiatisée entre 2008 et 2014, et avec les chiffres qui sont repris par Santé publique France, où on a un certain nombre de complications. On retrouve les incidences décrites par ailleurs, et 10 décès, dont 7 parmi des patients qui avaient une contre-indication à la vaccination et qui étaient immunodéprimés. Concernant la rubéole est une maladie paucisymptomatique et dont la gravité tient surtout au risque de rubéole congénitale, avec un risque plus élevé entre 7 et 12 semaines d'aménorrhée. On a pu décrire ces rubéoles congénitales lors d'épidémies avant l'ère vaccinale aux USA dans les années 60, avec des anomalies oculaires, une surdité neurosensorielle, une microcéphalie, un retard mental, des anomalies cardiovasculaires malformatives importantes. En France, la vaccination a été introduite en 1970, et c'est qu'à partir du moment où elle a été intégrée dans la vaccination triple rougeole, oreillon, rubéole, que l'incidence a baissé à 0,9 cas de rubéole congénitale pour 100 000 naissances vivantes. Malgré tout, il persiste entre 3 et 10 rubéoles congénitales par an en France, et vous avez les chiffres qui sont notés ici. Cela dit, il y a un objectif d'éradication de la rubéole. Elle a été éradiquée aux États-Unis, et en France, on note une maladie est éradiquée quand il y a moins d'un cas par million d'habitants, et la France n'a toujours pas éradiqué la rubéole. Concernant les oreillons, c'est une maladie qui touche le jeune enfant. C'est une maladie infectieuse très contagieuse, avec pour principale complication l'orchite et la méningite, qui est souvent une méningite frustre. Avant l'ère vaccinale, c'était la première cause de méningite virale. En France, l'incidence a également baissé de façon drastique, mais 3% des cas pris en charge en médecine générale sont hospitalisés, et on a une incidence en France qui est un peu plus élevée que la moyenne des pays européens. Et il faut noter que la majorité des cas sont vaccinés, ce qui signale que le vaccin a une durée d'immunité insuffisante. Il y a une perte d'immunité même à 2 doses. Et il y a actuellement un débat autour de cette vaccination,
avec aux USA des petites épidémies universitaires chez des étudiants qui ont reçu 2 doses. Et la question d'une 3e dose se pose. Alors, pourquoi une couverture vaccinale élevée pour la rougeole? Alors, si on veut obtenir un taux de reproduction inférieur à 1, eh bien, il faut appliquer la formule qui est citée, qui est montrée en haut à gauche. Et donc, vous voyez que pour la grippe qui a un taux de reproduction bien inférieur entre 2 et 4, il faut une couverture vaccinale à 75%. Et pour la rougeole, une couverture vaccinale supérieure à 95%. Pour ça, c'est pour éviter que, pour cela, pour éviter un cas, il faut que le R soit inférieur à 1, le taux de reproduction soit inférieur à 1, et dans un objectif d'éradication de la rougeole en Europe. Alors, actuellement, 8 pays sur 30 pays européens ont éradiqué la maladie. Et on voit sur la carte de gauche une incidence plus élevée en Italie, en Roumanie, en Belgique et en Allemagne. Et sur la carte de droite, on voit que la France fait partie des taux de couverture vaccinale les plus basses. Il faut noter que les incidences sont plus élevées chez les moins de 1 an et 46% des cas ont plus de 15 ans. Et ce sont des cas graves. Alors, concernant l'efficacité du vaccin, il faut noter qu'il n'y a pas d'essai contrôlé, randomisé sur cette vaccination. Les données dont on dispose sont des études d'efficacité sur le terrain, avec des résultats. C'est un vaccin très efficace, hein, peut-être moins pour les oreillons, et on dispose d'études d'efficacité sérologique qui ont servi à commercialiser les produits, qui sont les études pivot. Et on voit que l'efficacité est au-dessus de 90%, et voire pour la rubéole à 100%. Alors, on pourrait être tenté d'utiliser le nombre de sujets à traiter pour évaluer l'efficacité de ce vaccin. Ça n'a pas de sens en termes de vaccination parce que on ne tient pas compte de l'immunité de groupe et du fait que le vaccin soit efficace chez les personnes non vaccinées. Alors, je vais avancer. Ce qui est important pour mesurer l'efficacité vaccinale, c'est l'impact des programmes de vaccination. Et on voit tout de suite sur les courbes que depuis l'introduction de la vaccination, il y a une baisse drastique de l'incidence des cas, avec peut-être une remontée de pourcentage des cas chez les plus âgés, de plus de 10 ans. Pour la rubéole, les oreillons, c'est pareil, avec quelques petites épidémies également pour la rubéole. Concernant le risque du vaccin, il y a, bien sûr, je vais pas revenir sur les contre-indications et les précautions, il y a le risque à ne pas respecter les contre-indications. Ce qui nous importe, c'est les risques liés à la vaccination elle-même quand il n'y a pas de contre-indication. C'est principalement la fièvre qui survient dans les 10 jours qui suivent la vaccination, les convulsions fébriles, et surtout, il n'y a pas d'association avec autisme, Mickey et diabète de type 1. Ça, ce sont les effets indésirables documentés, mais on n'a pas de données valides pour rejeter ou affirmer une association entre vaccination et ROR pour l'ensemble des pathologies mentionnées ci-dessous, ce qui pose la question d'un événement rare, de l'association entre un événement rare et une vaccination fréquente. Alors, on a besoin de lutter contre la désinformation qui est un enjeu de santé publique. Je vous ai cité ici l'expérience historique de l'association entre rougeole et autisme avec cette publication de Wakefield qui a été retirée en 2010. Et on s'est aperçu que Wakefield travaillait pour les lobbies anti-vaccins. Donc voilà, les polémiques impactent les esprits. À nous de mieux communiquer en termes de bénéfices et risques de la vaccination
pour lutter contre l'hésitation. Je vais passer la parole à Serge pour parler des infections invasives à méningo. Bon, donc vous avez vu que le problème de la rougeole, c'est que la couverture est malgré tout insuffisante et que ça peut avoir des conséquences. Quel est le problème du méningocoque C qui, là aussi, a beaucoup été évoqué pour justifier l'obligation? Le méningocoque C, en fait, avec l'obligation, on a des petits nourrissons qui vont bien, qui n'ont rien demandé et qui vont recevoir 2 doses de vaccin désormais obligatoires à 5 mois et à 12 mois. Alors, les parents se disent, il est bien, il n'a rien, c'est quoi ce méningocoque C? Le mien, il n'a pas de risque. Et puis, voilà, ça peut donner ça. C'est ce que nous, en médecine générale, on les voit quasiment jamais. Ça peut donner donc des infections invasives à méningocoque, des purpura fulminans, mais n'empêche que ceux qui en sont victimes le savent et il y a aujourd'hui un vaccin qui peut le protéger. La question, c'est quelle est la problématique et comment se prennent les décisions. En 2002, il y a un avis qui dit qu'il ne faut pas vacciner, sauf une population ciblée. Je vous fais grâce de la liste que vous pouvez retrouver. Pourquoi il ne faut pas vacciner? Parce que le taux d'incidence est bas en France. Vous voyez, 0,3 pour 100 000, 0,4 après correction. Et puis, il y a des variabilités selon les régions. Et puis, il y a aussi une incertitude sur un déplacement de sérogroupes, voire sur ce qu'on appelle un switch capsulaire, avec le risque que le C devienne du B. Les Anglais commencent à vacciner, puis on dit on va regarder ce que font les Anglais, puis selon ce qu'ils font, on verra en plus. On va les laisser expérimenter. Et puis, en 2009, on change la recommandation. Pourquoi? Parce que les infections invasives à méningocoque C représentent 25 à 30% des infections invasives et à méningo. C'est un des taux à ce moment-là d'incidence les plus élevés d'Europe. Quand je dis à cause de la vaccination, on pourrait dire à grâce. C'est parce qu'au fond, comme les autres pays ont vacciné, eux, leur incidence a baissé. Et nous, comme on n'a pas vacciné, l'incidence a monté. Comme il y a des cycles épidémiques, notre incidence monte. Et on voit qu'avant un an, on a 2,07 pour 100 000, 1,12 pour 100 000 entre 1 et 4 ans. Ça donne 175 cas par an. Là aussi, quand vous regardez un peu la littérature, les recos de l'époque, les rapports, j'ai repris tout le rapport de 2002, les chiffres sont très flous, c'est des approximations. D'une année sur l'autre, on ne retrouve pas les mêmes chiffres. N'empêche que la fourchette est à peu près celle-là, issue en partie des déclarations obligatoires, mais vous savez qu'en France, ça ne marchait pas très bien jusqu'à là. Mais disons, l'estimation est celle-là. C'est on vaccine pour éviter 175 cas par an, 30 décès, dont 33 chez les moins de 1 an. Et puis, l'expérience anglaise montre que ce qu'on craignait sur le switch capsulaire n'est pas arrivé. Et en plus, et ça, certains parmi vous l'ont vécu, il y a des épidémies localisées qui justifient des campagnes de vaccination locales. Je crois que la région de Clermont-Ferrand le sait bien, ça avait été le cas, mais il y a eu d'autres régions qui fait que malgré tout, il y a eu nécessité d'organiser des campagnes de vaccination alors qu'il n'était pas recommandé sur le plan national. Pour ces raisons, il y a une décision de passer à la vaccination. Je vous passe aussi le débat qu'il y a eu sur est-ce qu'on fait une primo-vaccination avant 1 an, mais qui nécessitait 2 doses, charger le calendrier vaccinal, ce que les Anglais avaient décidé. Mais en France, il y a une décision qui est prise, y compris pour des raisons médico-économiques, qui est de dire on ne va pas vacciner avant 1 an. On regarde à l'époque la létalité et les nombres de cas entre 2003 et 2008. Vous voyez qu'il y a à peu près, sur les déclarations obligatoires, à peu près 904 cas d'infection invasive à méningo C pour 139 décès. Et dans la tranche d'âge de moins d'1 an, environ 15 décès sur une période de 5 ans. Ce qui ramène à 3 décès par an chez les moins d'1 an. Donc, pour ces raisons, en 2009, on recommande la vaccination à partir de 12 mois avec une seule dose, avec une extension jusqu'à 24 ans révolue et évaluation du programme après 5 ans. Pourquoi une extension jusqu'à 24 ans? C'était l'idée de dire on ne fait pas de primo-vaccination avant 1 an à condition qu'on diminue la circulation du méningo C dans la tranche d'âge qui côtoie les nourrissons. Et donc la tranche d'âge qui côtoie les nourrissons, c'est les moins jusqu'à 24 ans.
c'est la plupart des jeunes parents, disons à l'époque, parce que finalement, maintenant on est parents beaucoup plus tard, donc même cette notion pourrait être évaluée, mais en tout cas, le taux de portage est le plus élevé. Et donc le pari qui était fait, c'est de dire on ne vaccine pas les moins de 1 an, mais on couvre bien jusqu'à 24 ans pour diminuer la circulation. Et puis, voilà les données de couverture vaccinale. Vous voyez que on démarre une vaccination donc en 2009, mais on a des données 2011, où après 1 an, à 24 mois, il y a 48% de couverture vaccinale. Mais en 2016, on monte à près de 71%. Par contre, c'est toujours un échec dans le rattrapage jusqu'à 24 mois. À partir de là, la question se pose, faut-il continuer comme on fait, c'est-à-dire en disant on continue la primo-vaccination à 1 an et puis on se bagarre pour le rattrapage, ou est-ce qu'il faut changer de stratégie? Alors qu'en était-il finalement des infections invasives à méningocoque après l'introduction de la vaccination? Vous voyez la répartition des infections invasives à méningocoque, tous sérotypes confondus. Le B reste bien entendu majoritaire, mais vous voyez que, étrangement, le B diminue entre 2011 et 2016. Par contre, vous voyez qu'après vaccination, le C persiste et à peu près au même taux. Émergence du W et du Y, c'est pas pour là faire un cours d'expertise sur le méningo, mais en termes de stratégie vaccinale, ça fait que peut-être à terme, il faudra se poser la question non pas de vacciner par le méningo C, mais par le tétravalent et voir combien il y a de cas et si c'est justifié. Mais vous voyez que juste aujourd'hui, le problème du méningo C ne règle pas tout le problème des infections invasives à méningocoque. Alors, après introduction de la vaccination, ce qui a été constaté, c'est une diminution de l'incidence des infections invasives à méningo C chez les 1 an à 24 ans, c'est-à-dire finalement un peu la cible de la vaccination, mais par contre, il y a une augmentation significative chez les moins de 1 an et chez les plus de 25 ans. Et l'explication, c'est que l'impact est limité. Alors, d'une part, parce qu'il y a eu un nouveau cycle épidémique à partir de 2010-2011, et ça, c'est le problème des maladies infectieuses sur la surveillance, c'est qu'il y a des cycles, et là, il y a eu un cycle plutôt, disons, haussier, et puis une couverture vaccinale insuffisante. Si on regarde par tranche d'âge les infections invasives à méningocoque C, on voit là l'illustration de ce que j'ai dit avant. C'est une augmentation avant 1 an et une diminution jusqu'à 24 ans, et à nouveau une ascension après 24 ans, ce qui montre qu'effectivement, la cible et la recommandation présentent des failles sur la cible, sur les âges non ciblés par la vaccination. À partir de là, faut-il changer de stratégie vaccinale? C'est juste pour l'illustrer, pour savoir à la fois comment on recommande et est-ce que ça justifie aussi une obligation. Et donc, après l'introduction de la vaccination, il y a eu 263 cas déclarés entre 2011 et 2015 chez des personnes entre 1 an et 24 ans. Parmi eux, 255 n'étaient pas vaccinés avec un vaccin conjugué C, ce qui a entraîné 25 décès. Donc, bien entendu, on dit l'absence de couverture vaccinale entraîne des cas qui pourraient être évités et des morts qui pourraient être évitées. Et de là, il y a eu, Santé publique France a fait une modélisation pour montrer la conséquence d'une couverture vaccinale insuffisante et qui estime une fourchette, vous voyez, très très large, avec des intervalles de confiance très larges, qui rend la nature des décisions difficile, puisqu'on dit que il y aurait eu entre 96 et 306 cas non évités entre 2011 et 2013, entraînant entre 11 et 45 décès sur 3 ans, dont 2 à 4 chez des nourrissons de moins de 1 an. Donc vous voyez que finalement, l'enjeu du changement de stratégie vaccinale, c'est celui-là. Et comment on décide? Quand on doit décider avec des données qui ne sont pas d'une extrême précision. Hein. Ce qu'on sait, c'est que ne pas changer la stratégie, c'est prendre le risque de potentiels 11 à 45 décès sur 3 ans, c'est-à-dire finalement, vous voyez, entre 5 et 15 par an, dont 2 à 4 chez le nourrisson. Et pour ces raisons,
finalement, le Haut Comité de santé publique a décidé d'introduire une nouvelle vaccination à 5 mois chez tous les nourrissons pour éviter ces cas, dont 1 à 4 décès par an. Mon propos n'est pas de dire c'était justifié, pas justifié, ça nécessiterait, à mon avis, d'autres discussions et d'autres développements, mais c'est pour montrer comment on décide et comment la balance bénéfice-risque peut se présenter, en sachant que pour cette dose-là, il n'y a pas eu d'analyse médico-économique, mais ça dépend de quel point de vue on se situe, bien entendu. On doit vacciner une cohorte de 800 000 nourrissons pour éviter 1 à 4 cas mortels. Si on est le parent d'un enfant qui a cette méningite, cette infection mortelle, on va bien entendu accuser les autorités de santé de ne pas avoir proposé la vaccination. Donc si on est décideur, l'affaire est très compliquée et je pense qu'il faut avoir l'ensemble de ces données. Mais, et de notre point de vue aussi, en tant que médecin, ne pas avoir contribué suffisamment à améliorer la couverture vaccinale jusqu'à 24 ans fait qu'il y a une responsabilité aussi dans ce changement de stratégie. Est-ce que pour autant, ça justifie l'obligation ? Parce qu'il faut nuancer 2 choses, la recommandation et l'obligation. C'est-à-dire aux parents, finalement, votre enfant, il peut y avoir 1 à 4 morts en France. Si on ne vaccine pas votre enfant, quelle est la probabilité ? Vous voulez le faire, vous ne voulez pas le faire ? On peut inciter à vacciner. Faut-il pour autant rendre obligatoire, ce qui est désormais le cas ? C'est juste ça que je voulais dire. Alors, en conclusion, nous voulions réaffirmer que la vaccination représente l'une des actions de santé publique les plus efficaces. Nous ne voulons en aucun cas être assimilés aux anti-vaccinaux. Nous sommes farouchement favorables à la vaccination qui représente un des progrès majeurs du siècle. Nous sommes favorables aux vaccinations actuellement recommandées au calendrier vaccinal. Pour chaque vaccin, il faut préciser le bénéfice attendu et les éventuels effets indésirables connus, ce qu'Henri a essayé de montrer dans le cas de la rougeole. Mais la nécessité de l'obligation, même transitoire, pour nous n'est basée ni sur une situation épidémique la justifiant, et c'est ce qu'on a essayé de montrer par les niveaux de couverture vaccinale aujourd'hui atteints, ni sur un niveau de preuve suffisant de son impact pour améliorer la couverture vaccinale et surtout pour renforcer la confiance dans la vaccination. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que l'obligation, elle s'arrête à 6 ans, mais qu'on doit vacciner les patients de 6 ans jusqu'à la fin. Et qu'il ne faut pas que cette mesure entraîne un frein à la vaccination pour les autres tranches d'âge, ce qu'on craint. Il faut préciser le seuil de risque qui justifie une recommandation et ou une obligation de vaccination. C'est ce que j'ai essayé de montrer sur le méningocé, que probablement qu'il y avait effectivement un intérêt à la recommandation, mais que, en l'occurrence, l'obligation sur la dose à 5 ans peut se discuter. À 5 mois, pardon. Enfin, une alternative à l'obligation pour améliorer la couverture vaccinale était possible, basée sur une communication adaptée et réactive, une gouvernance autour de la vaccination en lien avec les professionnels et les usagers, capables d'informer et de réagir aux polémiques. On n'a pas voulu développer, on n'avait pas le temps. Il y a des expériences en Angleterre, il y a des expériences au Danemark qui montrent que dès lors qu'il y a une polémique, on assiste à ce qu'on a assisté en France, à des jeunes filles en chaise roulante qui disent que tout ça c'est lié à la vaccination et que ça fait le 13h de pas mal de journaux. Dès le lendemain, des autorités de santé sont aussi présents dans les médias, réagissent dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, dans la période qui est la nôtre, c'est indispensable si on veut améliorer la couverture vaccinale et lutter contre l'hésitation. Une coopération forte avec les médecins généralistes et les autres professionnels de santé concernés par la vaccination, concertation qui ne soit pas seulement que nous retransmettions les décisions des autorités de santé ou des agences, mais une collaboration pour l'élaboration en commun, le partage des données qui nous permettent effectivement d'être associés, non pas comme transmetteurs, mais comme collaborateurs pour l'information et la formation. Enfin,
je crois que pour tout le monde, c'est évident. Les médecins généralistes sont les mieux placés pour conseiller leurs patients dans une approche centrée patient, scientifique, éthique, adulte et responsable. C'est tout le sens de la démonstration de l'approche santé patient qui a été faite. Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités pour la vaccination, mais nous ne voulons pas seulement transmettre des décisions qui nous seraient imposées. Je vous remercie de votre attention.